Bonjour chers étudiants. Au niveau de cette séquence, nous allons travailler sur l'évaluation des entreprises. Quatrième partie, l'évaluation des entreprises. Le problème de l'estimation de la valeur se pose notamment dans les cas d'acquisition, de regroupement et de vente d'entreprises, dans les situations d'ouverture de capital, de litige entre actionnaires, de planification successorale ou de partage de patrimoine familial. Donc, nous avons plusieurs cas, plusieurs situations dans lesquelles on est amené à estimer la valeur d'une entreprise. Le problème de l'évaluation se pose également à l'analyse financière qui doit déterminer dans quelle mesure la valeur au marché d'une action diffère de sa vraie valeur ou bien de sa valeur intrinsèque. Donc, pour l'analyse financière, il y a une problématique majeure qui se pose, c'est d'essayer de rapprocher la valeur du marché à la valeur réelle ou bien la valeur intrinsèque d'une action au niveau du marché financier. L'évaluation d'une entreprise est un exercice difficile, notamment dans les cas des sociétés fermées. Il existe en effet plusieurs méthodes d'évaluation qui nécessitent chacune plusieurs estimations. Donc, il y a plusieurs méthodes, plusieurs types d'estimations. C'est très important à signaler. La valeur accordée à une entreprise pourra donc varier suivant la méthode utilisée et les hypothèses choisies par l'évaluateur. Il convient de préciser qu'il est illusoire de prétendre définir avec une précision absolue la valeur d'une entreprise. Donc le fait de dire que cette méthode ou bien cette manière ou cette approche permet une estimation réelle, donc c'est faux. Donc chaque méthode, il nous donne une estimation propre à son hypothèse. Différents évaluateurs utilisant des méthodes ou des hypothèses diverses pourront parvenir à des valeurs différentes. C'est normal. Selon l'hypothèse qu'on pose, on trouvera l'évaluation convenable ou appropriée. Ces valeurs serviront de plus souvent de point de départ à une négociation entre le vendeur et l'acheteur de l'entreprise. Là, à quoi ça sert le fait d'évaluer? Ça permettra de trouver un point de départ à partir duquel la négociation va commencer entre le vendeur et l'acheteur de l'entreprise. Il importe donc que l'évaluation de l'entreprise repose sur des bases conceptuelles rigoureuses, fasse appel à des méthodes reconnues et que des hypothèses qui sous-entendent l'analyse soient clairement établies et puissent être défendues. Les différentes valeurs de l'entreprise. Selon Caillot, résume bien ce problème en disant, bon, regardez avec moi cet exemple-là, cette citation, nous avons à évaluer un cerisier. Donc, si l'exploitation continue, voilà, si l'exploitation continue, c'est le prix des cerises qui est important, voilà, qui est intéressant. Mais si devenant non rentable, hein, alors là, elle cesse, on va couper l'arbre et c'est le seul prix des bois qui est important, ou bien qui compte. Donc là, la problématique majeure de l'évaluation, c'est de trouver l'approche convenable. Est-ce qu'on va évaluer les fruits ou bien on va évaluer les matières ou bien les matériaux nécessaires à la réalisation de ces fruits? Ou bien, si on veut dire, est-ce qu'on va évaluer la rentabilité ou bien on va évaluer le patrimoine? De plus, en vertu de son caractère multidimensionnel, l'entreprise ne peut pas avoir une valeur unique et constante, mais plusieurs valeurs différentes sont susceptibles de coexister. Donc, il y a plusieurs types de valeurs. On va signaler quelques types. Donc, il y a la valeur à neuf, la valeur d'usage, la valeur liquidation, la valeur liquidative et la valeur à la casse. On va essayer de définir chacune. Donc, la valeur à neuf, c'est le montant des capitaux à engager pour créer, dans des conditions normales, un certain nombre de biens. La valeur d'usage, le prix qu'il serait nécessaire de débourser pour acquérir à l'époque actuelle un bien susceptible des mêmes usages dans les mêmes conditions d'emploi. Maintenant, la valeur liquidation,
c'est la valeur de vente dans les conditions contraignantes. L'entreprise est évaluée dans l'optique de cessation d'activité. Alors que la valeur liquidative, qu'on va voir maintenant, c'est théorique, donc il suppose que l'on considère l'entreprise continue d'exister et donc ne tient pas compte des frais de liquidation. La valeur à la casse quant à elle, c'est la valeur de revente des actifs permettant de récupérer les matériaux, les composants. Fixer la valeur de l'entreprise, on a trois approches, donc, ou bien trois types de valeurs. Analyse du passé, si on veut évaluer le passé, on parle de la valeur patrimoniale. Analyse de promesses de vente, on parie sur l'avenir, on parle de la valeur de rentabilité. Il y a une analyse combinée qui est sur la base de goodwill, on va y définir par la suite, et suscite donc des démarches ou des approches diverses, ou bien multiples. La méthode patrimoniale. La méthode patrimoniale est simple. Elle consiste à étudier systématiquement la valeur de chacun des actifs et des passifs inscrits au bilan d'une entreprise. En effet, les valeurs comptables sont souvent éloignées des valeurs réelles pour des raisons comptables, fiscales ou historiques. Ces valeurs comptables doivent être réévaluées, corrigées pour déterminer un actif net comptable corrigé. Il s'agit des méthodes additives puisqu'à la somme des actifs corrigés, on retranche la somme des passifs exigibles corrigés. La méthode des valeurs patrimoniales est souvent considérée comme une valeur plancher, donc à partir de laquelle on commence la négociation. En effet, l'entreprise est évaluée comme un bien statique sans tenir compte de sa capacité à dégager des résultats. L'entreprise vaut au moins ses capitaux propres, donc de façon générale. De ce fait, les méthodes patrimoniales sont les moins contestables et les plus simples à mettre en œuvre. Elles trouvent tout leur intérêt quand la rentabilité de l'entreprise est faible. Donc, dans le cas où une entreprise, on veut évaluer avec la méthode patrimoniale, on va recourir au patrimoine. Donc, de façon plus simplifiée, donc le patrimoine de l'entreprise, c'est quoi? Ce sont l'actif moins ses dettes. Donc ça, c'est l'actif net comptable. On va le corriger, l'actif net comptable corrigé, c'est de chercher l'actif réel moins les dettes réelles, en corrigeant les éléments de l'actif et les éléments du passif de la dette. Donc, ce qui va nous donner le patrimoine de l'entreprise. Donc, ce qu'il a l'entreprise, ça se trouve, je vais acheter les biens dont dispose l'entreprise de façon générale. Et c'est intéressant qu'on n'est pas rentable, comme l'exemple que nous avons donné tout à l'heure de cerisier avec est-ce que c'est intéressant d'acheter l'arbre ou bien d'acheter les fruits, ou bien c'est le prix du fruit ou bien le prix du bois. Donc la méthode patrimoniale, c'est le prix du bois. Donc on a l'actif réel et l'actif fictif. Et au niveau du passif, nous avons les capitaux propres et les engagements, c'est-à-dire les dettes. Donc l'actif net, c'est cette différence qui existe entre l'actif réel et les engagements. C'est ce que nous avons dit. On retranche évidemment l'actif fictif. Donc autrement dit, il s'agit de retrouver l'actif net, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif. Donc ça, c'est une autre formule qu'on peut utiliser. Voilà. Remarque, l'actif fictif, qu'est-ce qu'on veut dire par l'actif fictif? Ce sont les démonisations en valeur en général, plus les écarts de conversion actifs. C'est les frais préliminaires, les charges réparties sur plusieurs exercices, les primes de remboursement des obligations, les écarts de conversion actifs qui sont liés à cette différence entre les cours d'action, les cours plutôt, pardon, des devises, quand il s'agit des opérations qui sont réalisées avec l'étranger, quand il y a un décalage entre la date de réalisation de l'opération et le 31/12, date de clôture de l'exercice.
en tenant en considération la variation des cours de ces devises avec lesquelles ont été réalisées les opérations. L'actif net comptable, la formulation c'est l'actif moins les engagements, l'actif réel plutôt. Les avantages, c'est que c'est une application qui est simple et pratique, donc il s'agit de voir le patrimoine de l'entreprise. Ces inconvénients consistent à ce que les valeurs comptables sont éloignées de la réalité économique. On ne respecte pas le principe de la juste valeur, on respecte le principe du coût historique par exemple. Il y a certaines immobilisations qui sont que leur valeur réelle elle est inférieure ou bien supérieure de la valeur du marché ou la valeur avec laquelle elles sont enregistrées à la date de leur entrée dans le bilan. L'actif net comptable corrigé, cela nous amène à corriger l'actif net comptable. Il tient en considération, donc, est obtenu en substituant les valeurs réelles aux valeurs comptables. L'actif corrigé est généralement analysé en deux composantes, l'actif nécessaire à l'exploitation et l'actif hors exploitation. Donc, quand il s'agit de l'actif nécessaire à l'exploitation, il est évalué avec ce qu'on appelle la valeur d'utilité, alors que l'actif hors exploitation, il est évalué en valeur vénale ou bien en valeur de réalisation. Le fonds commercial, donc le fonds commercial, les valeurs comptables du fonds commercial n'est pas significative. Parfois, elle est éloignée de la réalité, tenant en considération, bien sûr, la réalité économique avec les principes comptables et cette divergence qui peut exister. Donc, ne figure pas dans l'actif net comptable corrigé. Et la méthode fondée sur la notion de goodwill qui est plus intéressante au niveau du fonds commercial. Nous allons définir par la suite ce qu'on veut dire par les goodwill ou bien les badwill. Donc les brevets, cette rubrique est alimentée par l'immobilisation de dépenses internes relatives à des brevets pris par l'entreprise à la suite de travaux menés en son sein, l'acquisition de brevets extérieurs, donc soit une production interne qui a été récompensée par un brevet ou bien l'acquisition d'un brevet extérieur. Examinés de manière très prudente sont toujours utiles à l'entreprise ou bien quelle rentabilité peut-on en tirer. Exemple, si l'on estime que le bénéfice apporté par le brevet sera de 1 million de dirhams constants pendant 5 ans, la valeur de ce brevet, alors là, la valeur de ce brevet peut être estimée à 5 millions de dirhams avant actualisation. Une actualisation classique avec un taux d'intérêt de 5% et une prime de risque de 2%, donc ramène la valeur de ce brevet à 4,8 millions. Donc, comment nous avons fait? Donc, chaque année, le bénéfice apporté, c'est le bénéfice de l'année. La première année, le bénéfice apporté, c'est 1. La deuxième année, c'est 1. La troisième année, c'est 1. La quatrième année, c'est 1. Et la cinquième année, au bout de 5 ans, vous savez, est de 1 million pour chaque année. Donc, de ce fait, sans actualisation, le total est égal à 5 millions. Et en tenant en considération le taux d'intérêt de 5% et le taux sans risque de 2%, il serait égal à 7%. Par conséquent, cette 4,8 millions, elle est obtenue de la manière suivante en faisant l'actualisation de 1 million fois 1 moins 1 plus 0,07 à la puissance moins 5, nombre d'années, sur 0,07. Si on fait le calcul, on va trouver 4,10 millions. Pour les marques, les coûts historiques de fabrication de la marque ne reflètent que les dépenses du passé et sont très difficiles à isoler. Ils ne peuvent donc servir à la valorisation économique.
En ce qui concerne les marques acquises à l'extérieur, leur valeur historique au bilan ne correspond en général plus à leur valeur actuelle. En effet, la valeur d'une marque se fonde sur l'augmentation de prix consentie par l'acheteur du produit couvert par la marque, du fait de la notoriété de cette marque. Donc, toujours au niveau des marques, soit le cas des vendeurs de sandwichs à qualité égale, un fabricant non connu vend chaque sandwich à 8 dirhams. Un fabricant très connu pourra le vendre à 13 dirhams. S'il vend chaque année 600 000 sandwichs, cela représente un complément de prix de combien? De 600 000 fois 13 moins 8, c'est la différence qui va être égale à 3 millions seulement liés à la marque, à la notoriété de la marque, parce qu'on a supposé qu'on vend la même quantité et qu'on fait avec les mêmes matières premières, avec le même coût. Donc la différence est tout simplement liée à la notoriété de la marque. Donc la différence, elle est liée à la notoriété. Toutefois, il faut déduire les frais de publicité et les frais d'enregistrement et de défense juridique de la marque, les frais qui sont engagés pour avoir cette marque-là. Tous ces frais sont estimés à 50 centimes, 0,5 dirhams par unité. La marge nette générée par la marque est donc voilà, 2,7 millions après avoir retranché les 50 centimes par sandwich ou bien par unité. Donc ces 2,7 millions sont annuels. Il ne reste qu'à donner une valeur actualisée de cette marge, celle nette. Si l'on estime que la consommation sera stable, et donc sera stable, c'est-à-dire la même 600 000 pendant la durée de produit et qu'au moins de 10 ans, pendant 10 années, et que la valeur de la marque sera avec un taux d'actualisation de 6%. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? La différence qui est 2,7 millions net, bien évidemment, fois 1 moins 1 plus le taux de 7%, de 6% plutôt, à la puissance moins 10, parce que la durée c'est 10 années, et elle est constante, moins 10. Alors là, divisé par 0,06. Donc ça va être égal à 19,87 millions pendant une période. C'est l'évaluation ou la valorisation de cette marque, en tenant en considération les hypothèses que nous avons mis en évidence. Bon, maintenant pour les terrains, il y a les terrains bâtis, les terrains nus, et également les terrains qui sont loués. Alors maintenant, pour les terrains nus, donc il y a la problématique de localisation, des autorisations de construire, le marché, risque d'expropriation, qui peuvent affecter la valeur des terrains nus. Pour les terrains bâtis, donc il y a l'abattement forfaitaire et il y a également les considérations, un prix au mètre carré construit. Donc ça dépend également de la construction sur lesquelles sont construits ces terrains. Alors, tenir compte des flux de loyer dans le cadre d'une hypothèse de pérennité de location, ça c'est l'hypothèse à prendre en considération pour valoriser les terrains loués. Pour les bâtiments maintenant, au niveau de leur valorisation, il y a lieu de tenir en considération les données du marché et également les revenus. Au niveau des données du marché, il faut tenir en considération des comparaisons ou bien obtenir la valeur intrinsèque. Pour la comparaison, les difficultés de trouver des biens comparables, faible volume de transactions, l'attitude secrète des acteurs du marché immobilier, ou bien le problème de fiabilité des informations publiées. Donc, ça constitue les contraintes de comparaison au niveau des données du marché. Pour tenir en considération la valeur intrinsèque, donc il y a deux éléments à prendre en considération, le coût de reconstruction du bâtiment plus la valeur du terrain. Maintenant, au niveau du revenu, il y a la capitalisation, donc l'appliquer au loyer annuel taux de capitalisation approprié,
et également le fait de tenir en considération une valeur réelle actuarielle, donc le salon actualisé des flux, via la valeur des revenus actuariels, la somme actualisée des flux, le revenu des loyers et les dépenses de remise en état. Au niveau du prêt immobilisé, il est à signaler qu'il nous soulève deux problèmes particuliers. Ils sont évalués par la valeur comptable réduite des provisions pour tout remboursement à risque ou par la somme des flux financiers futurs actualisés. Le taux d'actualisation à retenir est celui des placements à risque équivalents. Pour les dépôts et les cautionnements, ils sont repris pour leur valeur comptable après vérification de la véracité de la créance qu'ils représentent. Maintenant, pour le portefeuille des actions, il y a deux dimensions à tenir en considération pour la valorisation. C'est la catégorie des titres. On a des titres de participation, des titres immobilisés ou des valeurs de placement. Il y a également deux niveaux pour tenir compte les conséquences. Il y a de signaler s'il s'agit des titres qui font partie de l'actif d'exploitation ou de l'actif hors exploitation. Pour les titres de participation, ils sont toujours des actifs d'exploitation. Ils sont considérés comme un contrôle de la société et ils font partie intégrante de l'activité du groupe. De ce fait, les titres de participation figurant à l'actif sont évalués à leur valeur d'utilité. Alors que pour les titres immobilisés, ils ne sont pas liés à l'exploitation et de ce fait, ils seront valorisés à leur valeur vénale nette des frais qui sont engagés. Quant aux valeurs mobilières, ils sont à la fois liés à l'exploitation et des cas où ils sont hors exploitation si leur montant n'est pas important. Dans ce cas-là, on peut choisir la valeur selon la nature de l'actif. S'il fait partie de l'exploitation, on fait la valeur d'utilité. S'il ne le fait pas, et le montant n'est pas important, on considère la valeur vénale nette des frais. Au niveau des stocks, ils sont généralement évalués selon le principe de la valeur la plus basse qui résulte de la comparaison entre le prix d'acquisition ou de revient et la valeur effective qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan. Au niveau des emprunts, les dettes dont l'échéance est lointaine, plus d'1 an, sont évaluées en valeur actuelle. Cela consiste à actualiser les annuités de remboursement au coût normal de la dette de l'entreprise. Au bilan de l'entreprise ABC figure un emprunt pour une somme de 300 000 dirhams. 3 annuités restent à rembourser, respectivement de 118 000, 112 000, 106 000, dans 1, 2 et 3 ans. Le taux de l'emprunt est de 6%. Donc ici, il est à réévaluer cette somme en tenant en considération la variation de taux d'intérêt qui peut être soit 4% ou bien 8%. Donc on va commencer par le cas de 6%. Donc on a dit que le cas de 6%, il est de 300 000. En actualisant avec le taux d'intérêt les annuités qui sont déboursées. Si maintenant on considère le taux de 4%, la valeur est égale à 311 245. Cela veut dire quoi? Que la baisse du taux augmente la valeur de la dette et baisse l'actif net. Si maintenant le taux il va augmenter et passer à 8%, donc la valeur est de 289 427. Cela est expliqué par la hausse des taux qui entraîne la baisse de la valeur de la dette et fait augmenter l'actif net. Au niveau de l'engagement hors bilan, on va prendre le cas du crédit bail. Les contrats de location-financement ont une valeur représentée par la différence entre d'une part la valeur d'utilité ou de remplacement des équipements faisant objet du contrat, et d'autre part la valeur de l'emprunt alternatif. Donc un contrat de crédit bail porte sur une machine dont la valeur au contrat est de 600 000 dirhams le 1/1/2022. 5 loyers de 170 000 dirhams sont à payer annuellement et d'avance. La valeur de rachat à l'expiration du contrat est fixée à 30 000 dirhams. À la date d'évaluation, le 31/12/2023, le matériel est évalué à 450 000 dirhams. Donc maintenant, on va faire les réajustements nécessaires. À l'échelle du temps,
quand vous constatez, chaque début d'année, on va payer le loyer de 170 000. Nous cherchons la date d'évaluation et le 31/12/2023 qui correspond à la même date que le 1/1/2024. Donc c'est la date d'évaluation, la date 0, on va considérer. Maintenant, la valeur de la dette à cette date-là est égale à 170 000 de la le premier loyer parce qu'il est payé au début, plus le deuxième c'est 170 000 fois 1,06 à la puissance moins 1, 170 000 fois 1,06 à la puissance moins 2, et 30 000 fois 1,06 à la puissance moins 3. Donc ce qui va nous donner une valeur de 506 865. Donc l'immobilisation, sa valeur est de 450 000, donc on va prendre en considération. Et on retranche la différence de la dette de crédit bail qui est 508 865. Donc ce qui va nous donner une valeur nette de contrat négative de 56 865. Le contrat de crédit bail grève l'actif net de la société de 56 865 lira.